Les élections législatives françaises ont donc eu lieu et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que les résultats sont extrêmement surprenants, notamment avec le nouveau Front populaire qui arrive loin devant les autres en nombre de sièges, suivi par le parti d'Emmanuel Macron, du gouvernement, et puis suivi ensuite par le Rassemblement national. Et ça, ça va avoir des conséquences très concrètes sur votre épargne, parce que le nouveau Front populaire a clairement dit qu'il irait chercher l'épargne des Français, notamment sur la dette, pour soutenir la dette française. Et donc, il me semble qu'il y avait un enjeu extrêmement fort là-dessus. Les publications Agora qui sponsorisent la vidéo étaient totalement d'accord avec moi. Et c'est pour ça que j'ai invité Philippe Béchade pour qu'on puisse en parler ensemble. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler de ces élections qui ont été vraiment des élections extrêmement surprises, et puis de la façon dont les Français peuvent peut-être, enfin, des conséquences sur l'épargne des Français, sur peut-être même sur l'économie française, enfin des conséquences qu'il peut y avoir sur l'économie française. Et puis enfin, à la fin, on dira un peu comment les Français peuvent se protéger, protéger leur épargne, plus exactement, des nouveaux impôts qui vont arriver. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde que si vous voulez, en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo, vous allez avoir accès à un rapport spécial gratuit sur comment protéger votre épargne des hausses d'impôts. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. C'est un rapport qui est fait par les publications Agora. Donc, démarrons. Philippe, donc, est-ce que tu as été surpris comme nous du résultat des élections? Moi, hier soir, ça m'a vraiment, vraiment surpris. Je dois dire que oui, j'ai été vraiment surpris puisque je suis un fidèle de la Tribune de Genève, du Devoir et autres médias helvétiques qui, eux, n'observent pas la trêve des sondages. Ils en publient même jusqu'à quelques heures du scrutin. Et si on se fie donc à ces médias helvétiques, à 18h, le Rassemblement national était crédité de 230 à 240 sièges. L'ensemble des droites centristes était crédité de 80 sièges et la gauche, et la gauche très à gauche de la gauche, tout ça obtenait autour de 120 sièges. Et surprise, donc, entre 18h et 20h, le Rassemblement national perd 100 sièges sur ce qui était projeté. Ensemble, double le nombre de sièges qui lui étaient crédités. Et la gauche, le NFP, se retrouve avec 50 sièges de plus, et notamment donc le Parti socialiste, qui est quand même le grand vainqueur de ces élections, alors que c'est de loin celui qu'on a le moins entendu durant le mois qui nous sépare de la dissolution. Alors, j'étais d'autant plus surpris que les sondages ne s'étaient pas trompés au soir du premier tour, pas plus d'ailleurs les sondages helvétiques que ceux que nous avions, nous, en France. Et alors là, par contre, sur le deuxième tour, plantage total. Voilà, donc là, évidemment, le résultat est aux antipodes. Finalement, le RN se retrouve la troisième force, alors que théoriquement, ça aurait dû être toutes les formations favorables à Macron, et qui auraient dû être lourdement sanctionnées, puisque la situation à laquelle on a abouti était quand même en grande partie imputable à Macron et ses alliés. Et finalement, ce sont presque eux qui s'en tirent le mieux aujourd'hui et qui sont les moins divisés, parce qu'en fait, le NFP, on va dire que l'illusion du front de gauche a littéralement explosé au bout de 7 minutes dimanche soir, puisque c'est le temps qu'il a fallu à M. Mélenchon pour expliquer que la victoire était à gauche, que la gauche, c'est lui, tout comme la République, et que donc on devait gouverner en respectant le programme de la gauche, la seule chose à laquelle le marché ne s'attendait évidemment pas, puisqu'on se disait, bon, ça sera un RN sans majorité, mais au moins, bon, c'est pas trop anti-business.
Et sitôt M. Mélenchon s'étant présenté comme le Premier ministre naturel, l'homme fort de la coalition la plus forte, eh bien, immédiatement, André Glucksmann, Jérôme Guedj, François Hollande, et puis un peu plus à droite, Édouard Philippe se sont dit gouverner avec LFI et Mélenchon, jamais. Voilà. Donc, il n'y a évidemment pas de front de gauche qui tienne. Donc, finalement, on a la vérification de ce que M. Macron avait l'air de penser avant la dissolution. La France va devenir ingouvernable. Alors, pour ceux qui n'en étaient pas convaincus, eh bien maintenant, ils le sont. Avec le résultat des élections, évidemment, aucune coalition majoritaire ne peut voir le jour, sauf à ne proposer rien qui fâche. Et malheureusement, ce qui nous attend, c'est assez fâcheux. C'est comment échapper à une dégradation de notre dette, comment échapper aux récriminations de Bruxelles et comment échapper, si vraiment les choses tournaient mal, à une mise sous tutelle de la France qui ne dirait pas son nom, mais qui ressemblerait beaucoup, et on serait obligé d'appliquer des potions très amères qui nous seraient imposées sur les marchés pour pas que notre dette se mette à nous coûter des fortunes. Voilà, donc on va maintenant faire face aux vrais problèmes que la dissolution n'a évidemment pas résolus. Oui, parce que j'en parlais dans d'autres vidéos, mais en fait, on se retrouve avec toutes les instances internationales qui nous disent la France, vous avez un problème. On a eu, bon, la Cour des comptes, ça c'est intérieur, on a eu la Banque de France, on a eu la BCE qui nous a dit qu'on avait un énorme problème sur notre dette. On a eu la Commission européenne qui est sur le point de nous mettre des amendes à cause de notre déficit excessif, mais on a eu aussi le FMI qui a parlé de la dette française, ce qui n'arrive jamais. Donc on a vraiment tout le monde qui nous dit qu'on a un problème de dette gigantesque. On voit que le déficit est tout sauf contrôlé, puisqu'on a fait 5,5 de déficit au lieu de 4,9. Donc c'est pas du tout sous contrôle. Et on ne sait pas comment on va faire. C'est-à-dire que déjà, on voyait que le budget 2025, qui va être décidé à l'automne, on ne voyait pas comment on pouvait ficeler. Là, on va se retrouver avec des difficultés encore plus grandes, puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, pas de majorité qui semble pouvoir se dessiner. Qu'est-ce que... donc, à ton avis, Philippe, où est-ce qu'on va, quoi ? Est-ce qu'on va... vers une énorme sanction des marchés. Je rappelle juste aux gens, parce qu'on dit que ça n'arrivera jamais à la France, la France n'est pas la Grèce, alors c'est vrai, mais c'est arrivé à l'Italie. Je rappelle juste à nos auditeurs que l'Italie était gouvernée par Silvio Berlusconi, et j'ai plus la date, donc excusez-moi, mais vous pourrez facilement le vérifier, c'est arrivé dans les 10 dernières années. Italie gouvernée par Berlusconi, tout d'un coup la dette italienne explose, elle passe de 3% à peu près 7%, je crois. C'est l'ordre de grandeur. Et l'Italie dit, je ne peux plus payer. J'ai plus les moyens. Berlusconi se fait virer par la... Alors, ça se fait dans le feutré, mais enfin, tout le monde l'a vu. Berlusconi s'est fait virer par les Allemands et par la Commission européenne. Et à sa place, on a mis Mario, je ne sais plus si c'est Draghi ou Monti, je me trompe jamais. Monti, qui est un pur technicien, qui est devenu Premier ministre italien, pas du tout élu, pas du tout choisi par la Commission européenne et par Angela Merkel pour diriger l'Italie à cause de la dette italienne. Donc, ceux qui me disent la France n'est pas la Grèce, on est d'accord, mais la France, c'est quand même très, très proche de l'Italie. Donc, il faut savoir que ça peut nous arriver aussi de nous retrouver avec un gars qui sera désigné par la Commission européenne qui dira, écoutez, votre Gabriel Attal ou votre Jean-Luc Mélenchon, il est bien gentil, maintenant, vous nous le dégagez, et à la place, on va vous mettre un techno, et c'est lui votre Premier ministre. Le techno, il est déjà là, il s'appelle Macron. C'est pas faux, mais bon. Mais du coup, comment tu vois cet avenir que l'on peut avoir ? Est-ce qu'on va réussir quand même à passer les problèmes économiques que l'on a devant nous, ou
ce que tu évoques est un rappel historique utile. Effectivement, à un moment, bon, Berlusconi, qui avait eu le tort de critiquer un petit peu les Américains, du jour au lendemain, il est devenu la bête noire et oui, il s'est fait effectivement dégager. Mais avant qu'il soit obligé de rendre son tablier, il a fallu qu'une crise s'installe. Donc, si en France, on veut vraiment nous installer ce genre de gouvernement de techniciens, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va devoir en passer par la phase crise ou est-ce que finalement la dissolution n'a-t-elle pas créé les conditions pour qu'on ait un technicien, puisqu'on verra que personne ne peut s'entendre. On voit bien que le système à 3 blocs permet à chaque fois à 2 blocs de s'unir pour empêcher le troisième d'arriver au pouvoir. Et ensuite, eh bien, 2 blocs, dont celui qui est au pouvoir, s'unissent pour empêcher celui qui paraît le plus dominant de faire quoi que ce soit. Je pense que c'était exactement ce à quoi on aboutit. Donc, extrême centre plus extrême gauche s'entendent pour battre l'extrême droite, et ensuite extrême droite et extrême gauche s'entendront pour empêcher l'extrême centre de continuer, de durcir les conditions d'accès au chômage, de dégrader certains paramètres. Je pense que pour les PME, les paramètres sont suffisamment dégradés pour qu'on n'ait pas besoin finalement d'en rajouter et expliquer qu'en fait toutes les mesures profitent surtout aux grandes entreprises et pas aux petites. Voilà. Donc, est-ce que la France finalement n'offre pas cette configuration idéale où on aboutira très vite à la conclusion qu'on ne peut pas gouverner et que au pire, il faut un technicien pour expédier les affaires courantes. Et ça nous épargnerait peut-être la crise qu'a connue l'Italie. Maintenant, la crise, elle est déjà là. Hein. On vient d'avoir vendredi, ça date d'il n'y a pas longtemps, le vendredi 5 juillet, notre déficit commercial qui est de nouveau sur un rythme de moins 90 milliards en rythme annuel. On a eu de nouvelles statistiques effrayantes de défaillance d'entreprises. On est de nouveau là sur des niveaux de crise de 2009. La production industrielle a chuté. Et je dois dire qu'en Allemagne, comme on a eu les derniers chiffres vendredi, c'était moins 2,7. Donc, notre principal partenaire économique et industriel a vu les commandes chuter de 2,7. Qu'est-ce qui va se passer chez nous ? Je pense qu'on va avoir de nouveau des mois et des trimestres extrêmement compliqués au niveau de l'activité autant industrielle que des services. Donc, il va manquer des recettes de TVA, des recettes fiscales à hauteur de dizaines de milliards. Donc, on va être très, très, très loin des clous, très loin du cadre du collectif budgétaire 2024-2025. Et à la rentrée, on va se dire, bah voilà, à la fin de l'année, on sera peut-être à 100 milliards de déficit commercial, on sera peut-être à 100 milliards de recettes fiscales manquantes, plus des dépenses qui n'auront pas été bien affectées, comme on l'a vu, hein, Monsieur le maire découvrant dans ce coup qu'il manquait 20 milliards. Ah oui, il y avait des reports de dépenses. On avait oublié de les intégrer dans la colonne des débits pour l'année 2024. Donc, le jour où on devra faire face à la réalité de la situation, on s'apercevra qu'à l'instant, on est déjà en crise économique si on n'est pas encore en crise politique. Voilà, c'est vraiment ça qui nous pend en nous, et je dirais presque que la tambouille politique n'est pas... Et même pas le vrai problème du moment, c'est que les vrais problèmes économiques, on est déjà dedans et déjà incapable de s'en sortir, à moins, et ben c'est de ce dont on va parler, je pense, dans les prochaines minutes. Oui, parce que moi, ce que j'ai beaucoup entendu
pendant la campagne, et surtout la dernière semaine. Il y a deux choses que j'ai entendues. J'ai entendu beaucoup évoquer, justement, de mettre des technos dans le gouvernement. C'était la première fois que j'entendais ça en France, mais j'ai vu Le Parisien, j'ai vu, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 journaux qui disaient, tiens, si on avait un gouvernement de techno. Donc déjà, ça ressemble un peu à un Macron qui va à la pêche et qui voit un peu la réaction des gens, les fameux ballons d'essai que nous envoie directement le gouvernement. Et la deuxième chose que j'ai entendue, c'est des Sandrine Rousseau, c'est le nouveau Front populaire, mais Sandrine Rousseau en particulier a été très claire sur le côté, on va prendre l'épargne des Français. C'est-à-dire que les Français, ils sont gentils, mais on va les obliger à prêter une partie de leur épargne à l'État pour sortir l'État de son problème de dette. Bon, c'est pas la première fois qu'on l'a fait, hein. La France l'a déjà fait, ce genre de choses, il y a longtemps. On aimerait que ça ne revienne pas, mais voilà. Donc on entend quand même des choses qui sont quand même plutôt désagréables pour l'avenir. Et donc ma question, ça serait un peu, à ton avis, pour l'épargne, est-ce qu'il y a un véritable danger? Est-ce qu'il y a un véritable risque pour les Français mais même, je dirais, pour leur vie économique d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a, bon, l'épargne, déjà, on est content d'en avoir, donc c'est bien, on aimerait bien la garder, mais aussi garder son boulot, garder où est-ce qu'on va, droit, vraiment, vers une période extrêmement compliquée. La petite musique que tu évoques, en fait, on l'entend épisodiquement dans nos médias depuis le mois de février. C'est depuis février qu'on entend que l'épargne des Français est énorme, mais qu'elle est mal affectée, qu'elle ne sert pas suffisamment à dynamiser l'économie, et puis que globalement en Europe, on a aussi beaucoup d'épargne qui dort, et que l'Europe étant un grand projet, il faudrait qu'on revivifie toute cette épargne. Alors, je dirais même, c'est pas l'économie qui veut. Oui, effectivement, ils nous disent que c'est mal orienté, mais ils ne parlent pas de l'économie. Ils nous parlent de la transition énergétique, donc de l'amour de la planète, et de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils aimeraient que notre épargne, elle aille soit pour fabriquer des chars à donner aux Ukrainiens, soit pour sauver la Terre dans des projets verts. Moi, c'est à peu près ce que j'ai entendu. Sans compter Sandrine Rousseau qui veut carrément la prendre pour... voilà. Parce que tu as très bien entendu. Tu as parfaitement entendu, effectivement. Il faut que qu'on mette un coup de booster à la transition énergétique. Bon, le problème, c'est qu'on va très vite s'apercevoir qu'on n'a pas assez de matières premières pour la mener au rythme sur lequel on est déjà lancé, mais on voudrait accélérer. Là, on va quand même rire. 80% des batteries viennent de Chine, donc vous comprenez bien que c'est surtout la Chine qui se frotte les mains si on accélère la transition énergétique. Et puis, bien sûr, oui, il va falloir soutenir l'Ukraine. Et là, cette semaine, il y a un rendez-vous très important, qui est le sommet de l'OTAN, et où on va peut-être, alors je ne dis pas tomber les masques, mais dire franchement, bon, maintenant que les Européens se sont prononcés pour von der Leyen, et on connaît, elle, ses convictions, il faut soutenir jusqu'au bout l'Ukraine, l'Europe va aussi effectivement accélérer. Alors, il y a deux façons, dont l'Ukraine va nous coûter très très cher, on l'a bien compris. D'abord, on la soutient militairement, on lui fournit des armes, et puis plus la guerre dure, plus la reconstruction de l'Ukraine sera coûteuse, et plus l'Europe, qui s'était engagée à mettre beaucoup de sous, ça lui coûtera évidemment énormément d'argent. Moi, je veux dire que si vous me trouvez 3 000 milliards d'épargne européenne qui dort, c'est-à-dire qui n'est pas affectée déjà à des émissions obligataires d'État ou des émissions privées, je ne sais pas ce qu'ils appellent de l'épargne qui dort. Un livret A, c'est de l'argent qui est à la disposition de la Caisse des dépôts. Si vous siphonnez le livret A
pour un grand plan d'épargne européen, qu'est-ce qui va rester à la Caisse des dépôts et consignations? Alors, allons-y, le monétaire, alors ça, c'est vraiment de l'argent qui dort, le monétaire, mais c'est des OAT, très majoritairement. Donc, tout l'argent est déjà en grande partie affecté, donc après ça, oui, peut-être quelques liquidités, peut-être qu'en moyenne, les Français ont 400 €, je dis bien en moyenne, parce que je pense à tous ceux évidemment qui sont déjà dans le rouge le 10 du mois, 400 ou 500 € d'épargne comme ça pour faire face à des frais. Mais cette histoire d'épargne qui dort, oui, parce qu'elle est sur des produits qui dorment, mais elle est déjà affectée. Donc, je ne sais pas, où est-ce qu'on la trouve? Ou alors, on décide qu'on imprime plus d'argent. Alors, à ce moment-là, c'est autre chose. Si on imprime de l'argent comme en 2020, 2021, ah bah oui, là, on va pouvoir créer un grand plan d'épargne. Mais sinon, ça ne sera que des transferts. On va transférer de l'argent qui dort vers quelque chose dont on nous dit que ça sera dynamique, voire même explosif, hein, si c'est pour soutenir militairement l'Ukraine. Voilà. Mais cette petite musique-là, oui, on l'entend déjà depuis le mois de février. Et puis, je vais rebondir sur ce que tu dis. Sandrine Rousseau, son projet de taxer l'épargne, bah, ça fait consensus. Elle est élue au premier tour quand même. Hein. Non, il y a beaucoup de Français, ça ne les gêne pas du tout de piquer l'épargne des autres. Enfin, l'argent des autres, ça va très très bien pour rembourser les déficits, pour financer les minimums sociaux, quand on pique ça aux autres. Voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Mais on comprend bien que si jamais quelqu'un au sommet de l'État proposait ça, vous n'auriez pas beaucoup de monde dans la rue pour dire mais c'est du vol, hein, c'est la spoliation qui continue. Ça ne va toucher que des gens qui ont déjà une vie privilégiée de l'épargne, ils ont bien de la chance d'en avoir, donc à la limite. Mais en fait, non, c'est même pas Madame Rousseau, c'est même pas Madame Marine Tondelier, c'est pas Monsieur Mélenchon qui ont eu l'idée de taxer 20% de l'épargne des Français, c'est Madame Lagarde. Et ça remonte effectivement à assez longtemps. Ça remonte effectivement à l'après-crise grecque, à l'après-chypriotisation de l'épargne. Bon, à l'époque, on avait dit on confisque l'épargne, mais c'est celle des méchants Russes, donc allons-y. C'est toujours bien quand on confisque l'argent des autres, hein, c'est toujours le même principe. Oui. Donc, c'est Mme Lagarde qui avait expliqué que, moyennant une ponction de 20% sur l'épargne des ménages européens, on aurait résolu le problème de la dette. Sauf que j'attends qu'on me démontre qu'il y a au moins 20% d'épargne à remettre au travail. Pour moi, ça sera plutôt effectivement de la confiscation. On va avancer de l'argent, on va le mettre dans un plan d'épargne obligatoire ou quasiment. Et si à la sortie, on perd de l'argent là-dessus, on nous expliquera que les choses ont mal tourné. On ne pouvait pas imaginer qu'on serait en guerre un jour avec la Russie, que d'un seul coup, les épargnants, les créanciers ne nous feraient pas confiance ou préféreraient éviter une zone de guerre. Donc, voilà, les choses ont mal tourné, on est désolé. Hein. Mais bon, l'idée, elle est de Madame Lagarde et Madame Sandrine Rousseau n'a rien inventé. Et Madame Lagarde n'est pas une ultra-gauchiste. Hein. Voilà, donc quand on voit que, on va dire, de l'élite ultra-libérale jusqu'à la gauche ultra-gauche, la plus illibérale, on est d'accord sur les mêmes procédés, qui est piquer l'argent aux riches, entre guillemets, sachant que les vrais riches, leur argent, il est à peu près partout, sauf là où on peut le taxer. Et on va dire que la France, quelque part, pour les millionnaires, car il y en a, et on a même, je pense, le record d'Europe de millionnaires en Europe, mais ce sont des millionnaires, oui, sur le papier, mais ils n'ont quasiment rien qui soit taxable en France. Et si jamais l'ultra-gauche devait faire valoir ses vues, je n'y crois pas, mais imaginons,
bah, c'est comme le lézard, il laisserait un tout petit morceau de queue, qui restait en France, et c'est tout. Donc, qui assumerait l'essentiel de la ponction? Ce sont effectivement les riches, à plus de 3 883,56 € et au-dessus. Donc, c'est ceux-là qui sont effectivement visés par ces projets de mobiliser, de réaffecter, de redynamiser l'épargne. Voilà, c'est vous les riches qui êtes dans le collimateur. Et c'est vrai que où est l'argent? Il est là. Et nos créanciers vont exiger que l'on sécurise l'argent qu'ils nous ont avancé. J'imagine Larry Fink, qui au travers de BlackRock, voilà, qui au travers de BlackRock est le premier détenteur privé de dette française, comme en plus de ça, par hasard, ben, il est très très souvent reçu à l'Élysée. Peut-être que c'est pour lui l'occasion d'expliquer que BlackRock va bien continuer de souscrire aux émissions de France Trésor, mais à condition qu'on soit sûr qu'à la fin de l'année, il n'y ait pas de soucis, que l'épargne soit bien, enfin que les recettes fiscales soient bien au rendez-vous et que l'épargne des Français soit bien employée. Voilà, je dis ça, certains diront c'est très très complotiste. Soit, mais même pas. Non, mais ça serait même normal de la part de BlackRock, qui est le premier créancier privé de la France, de dire écoutez, moi je veux bien acheter vos trucs, mais il faut que je sois sûr que ça a une valeur quand même. Donc c'est même pas complotiste. Ça serait de la bonne gestion de la part de BlackRock et de la très mauvaise de la part du gouvernement français. Mais ça, c'est pas son problème à lui. Hein. Ouais. Bon, j'imagine que le fonds souverain norvégien, mais également singapourien, doivent nous regarder avec une certaine curiosité. Parce que, bon, la France, là, actuellement, sans gouvernement, je dis que ça crée quand même une incertitude. Alors, je vais rassurer tout le monde à l'instant où on enregistre. Nos OAT se dégradent, je crois, de 3 points de base et le spread avec le Bund est relativement stable parce que la situation qu'on constate aujourd'hui est à peu près celle qu'anticipaient les marchés. Alors, pas avec le même ordre dans les blocs. On voyait plutôt le bloc droite devant le bloc gauche et le bloc centre numéro 3. Bon, tout est bouleversé, mais une chose reste, effectivement, il n'y a pas de majorité et il y a un moment, il va falloir qu'on bouge. Là, pour l'instant, c'est l'été, les Jeux Olympiques arrivent, donc je dirais que Dieu merci, ils vont probablement bien se passer puisque il n'y a pas eu d'émeute hier soir à 20h. Ce qu'on nous avait plus ou moins promis, que si c'était la droite, très à droite, il y aurait du sang dans la rue. Ceux qui habitent Paris ont vu les Champs-Élysées totalement en état de siège, avec des herses, avec des barrières anti-émeutes. Toutes les vitrines des boutiques des Champs-Élysées protégées par d'énormes panneaux de bois ou de contreplaqués, comme si on s'attendait à des émeutes. Bon, alors, Place de la République, ça a quand même bien cassé. Voilà. Alors, imaginez ça à l'échelle de la France, de Paris. Il y avait effectivement le risque que la situation soit très, très instable aujourd'hui, socialement. Bon, voilà, on échappe à cet écueil. Et donc, on va pouvoir effectivement se concentrer sur les Jeux Olympiques, peut-être la France en finale, l'équipe de France en finale le 14 juillet, quel beau symbole. Mais bon, notre dette continue de se creuser, ce que j'ai évoqué au départ. Notre croissance n'est pas du tout celle qui était prévue. Elle est à l'arrêt maintenant parce qu'il n'y a plus d'activité dans l'immobilier. Donc là, c'est un des moteurs habituels de notre croissance qui est complètement à l'arrêt. Le deuxième moteur, c'est, on va dire, les échanges avec nos principaux partenaires économiques, l'Allemagne, qui est elle aussi à l'arrêt. Donc, il y a un moment où on va devoir faire face à ce problème. Donc, pour l'instant, c'est très, très bien. On est dans un nuage rose. Mais ça va évidemment
pas durer, à mon avis, pas durer au-delà du premier collectif budgétaire qu'on va nous présenter et qui sera peut-être censuré, parce que voilà, c'est la logique aujourd'hui. Un bloc se fait défoncer par les deux autres, et dans l'ordre que vous voulez. Et du coup, donc, le seul point sur lequel ils sont d'accord, c'est d'essayer de récupérer notre épargne pour en faire quelque chose, parce qu'ils pensent être plus capables de gérer notre épargne que nous. Il faut dire qu'ils sont tous un track record dans la gestion qui est quand même merveilleuse, donc c'est évident. Mais ce qu'ils veulent, c'est clairement prendre notre épargne, ils le disent tous. Le gouvernement l'avait dit depuis février, on avait parlé depuis février, et là, l'extrême gauche a été parfaitement claire entre les deux tours. Comment on peut essayer de se protéger d'une hausse d'impôts? Est-ce qu'il y a des méthodes pour se protéger d'une hausse d'impôts, protéger notre épargne d'une hausse d'impôts? Alors, les hausses d'impôts, on sait quelle est la ligne arrêtée par le gouvernement. Ils l'ont dit, nous n'augmenterons pas les impôts. Donc, ils ont simplement diminué toutes les prestations sociales auxquelles on peut avoir droit, et notamment donc le chômage, raccourci de 24 à 15 mois, c'est quand même pas rien. Enfin, comment c'est passé sans que la France entière soit dans la rue? Je trouve que ça a été c'est presque un tour de magie. Ils sont quand même très très forts. Hein. On nous a tellement parlé de l'Ukraine, on nous a tellement parlé du péril du fascisme à nos portes, que les Français se sont littéralement laissés plomber leur système de retraite, pardon, pas de retraite, mais d'indemnisation chômage, qui était excédentaire, sauf quelques caisses, et qui, comme par hasard, ne sont pas celles du privé, mais celles du public. Donc c'est bien le privé qui va se retrouver avec des conditions bien différentes. En tout cas, les gens qui cotisent pour les caisses du privé se voient privés d'une prestation qu'ils ont financée par des caisses qui sont excédentaires. Qu'est-ce qu'on nous raconte là, que le chômage coûte trop cher? Mais il coûte trop cher uniquement à quelques régimes d'État. Mais globalement, les caisses de tous les organismes qui nous financent le chômage, ces caisses sont au vert. Enfin, c'est extraordinaire qu'on ait réussi à faire passer ce mensonge. Et là aussi, bon, la complicité habituelle des médias qui ne remet jamais en cause les mensonges, et plus ils sont gros, moins évidemment la presse les dénonce, ce qui fait que les gens se posent pas de questions. Bah, si les journalistes n'ont pas débunké, c'est que a priori ils ont dû vérifier, donc ça doit être vrai. Non, tout est faux. Tout est faux. On comprend également que l'État veut non seulement mettre la main sur les excédents des caisses de retraite privées, mais ils veulent également mettre la main sur les excédents des compagnies d'assurance qui gèrent les retraites. Enfin, on voit bien que l'État, c'est pire que la hausse d'impôts. Hein. C'est pire que la hausse d'impôts parce que c'est à la sournoise et avec des mensonges. Et c'est au nom de ces mensonges qu'on viendra nous piquer notre pognon, parce que ça, c'est exactement ce qui nous pend au nez. Donc oui, ça ne sera pas forcément ce qu'on appelle des hausses d'impôts, ça va être une baisse de toutes les prestations que financent nos impôts. Et je me demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut encore baisser d'ailleurs dans les prestations. Il n'y a plus de tribunaux dans la moitié des départements, il y a des départements où il n'y a même plus de maternité. Les services publics ont disparu à peu près partout. Alors ça paraît-il, ça nous coûtait très cher. Donc aujourd'hui, les impôts, ils n'ont pas baissé. C'est juste que nos impôts nous permettent plus ni d'aller à l'hôpital, ni d'aller porter plainte au tribunal contre un concurrent indélicat ou une entreprise étrangère qui vous a planté parce que voilà des défauts de paiement. Enfin, où sont les services publics? Donc, vous voyez, nos impôts n'augmentent pas, mais c'est tout ce qui faisait que la France était un pays qui fonctionnait bien. Tout ça est en train de disparaître.
Et là, on va nous expliquer effectivement à la rentrée, où je ne sais pas à quel moment les choses vont se gâter, mais forcément, ça va se gâter à un moment. Nos OAT, on est à 3,20. Il y a un moment, en quelques jours, avec 2-3 mauvais chiffres, et avec des agences de notation qui nous notent 2 fois par an. Donc la prochaine fois, c'est septembre-octobre, laisseront entendre qu'on va se faire dégrader. Et là, d'un seul coup, on se dira, là, alors là, alerte rouge. Là, ça y est, là, la France, si on tombe à A, on est à la limite des dettes dites risquées. Donc, il y a un moment où on va nous la jouer comme ça. Hein. Regardez, dégradation par les agences, les déficits qui se sont creusés. Ah, vraiment, c'est pas de chance, mais on constate la gravité de la situation. Elle est bien pire que ce qu'on redoutait. Et puis là, on nous fera tout passer. Parce qu'on nous dira, si vous acceptez pas de souscrire à ce grand plan d'épargne pan-européen, vous allez tout perdre. Ça va être à nouveau la stratégie de la peur. Ça, c'est un truc qu'ils maîtrisent parfaitement. Hein. Tous les cabinets de conseil type McKinsey, Accenture, etc., sont les rois de la manipulation. Alors, pour les chefs d'entreprise, la manipulation de leurs salariés, et pour des organismes d'État, on leur apprend effectivement l'ingénierie sociale, et ils excellent dans ce domaine. Donc, vous inquiétez pas, pour récupérer notre argent, on fera ce qu'il faut pour que les gens lâchent je ne sais combien, en se disant, ouf, on a eu chaud, si on n'avait pas accepté ça, on perdait tout. Oui, ils le feront même de bon cœur, alors ils le feront volontairement. Oui. C'est le plus beau. Il y a eu un produit d'épargne qui est sorti 1er juillet, je crois, pour les enfants. Vous pouvez mettre de l'argent pour vos enfants sur un livret qui n'est pas garanti, hein, le capital n'est pas garanti, et c'est pour la transition écologique. Donc, vous pouvez mettre de l'argent pour les mineurs. Et ça va financer les jeunes pousses de la transition énergétique. C'est-à-dire que vous êtes un enfant, vous mettez 100 € et vous allez voir grandir en même temps que vous le futur Amazon, le futur Tesla, etc. Ouais. Non, mais c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Mais sauf que c'est au moment où tous les financiers, eux, sont en train de s'enfuir à toutes jambes de tout ce qui est transition énergétique. On voit BP s'est fait... le patron de BP abandonne le offshore ou ralentit énormément le offshore en disant, bon, il s'est déjà fait engueuler par ses actionnaires qui lui ont dit, écoutez, c'est gentil, mais c'est pas rentable. On voit bien que tout ça, on vient maintenant taxer, le proposer aux particuliers parce que le professionnel a bien compris qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner là-dedans et que du coup, il passe à autre chose. Mais on va essayer de récupérer l'argent dans l'épargne des Français, ça sera plus simple. Mais ouais. On a la chance, donc, quelque part, que le projet de création de 9 tranches d'impôts supplémentaires, on passait de 5 à 14, avec la dernière tranche à 90% de confiscation de l'épargne, ce qui veut dire que quelqu'un qui gagne, on sait bien qu'on ne gagne pas 100 000 € de salaire par mois, c'est qu'on a des revenus de produits financiers. Quelqu'un qui gagnait 100, s'en faisait appliquer 90 et se retrouvait quelque part moins riche qu'un fonctionnaire 3e échelon. Enfin, c'était du délire. Donc ça n'arrivera pas. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, hein, mais on n'est quand même pas à l'abri, parce que M. Hollande vient d'être réélu en Corrèze, hein, que quelqu'un dise, exceptionnellement toujours, hein, la tranche à 45 va être relevée à 50. Alors, j'en profite, puisque on est là devant des internautes vigilants. Je signale que depuis 2012, alors M. Hollande n'avait pas réussi à faire passer sa tranche à 75, mais il avait quand même obtenu un truc sur lequel il n'y a pas eu
on va dire, beaucoup de caisses de résonance de la part des médias. Les gens qui gagnent plus de 400 000 euros par an, enfin 250 000 pour une personne seule et 450 000 pour un couple, payent déjà une surtaxe de 4%. C'est-à-dire que pour les Français déjà les plus riches, effectivement, ils payent 49 et non pas 45. Imaginez qu'on dise demain, bon, finalement, le truc à 49, bon, c'est passé crème. Hein. D'ailleurs, qui en parle, qui s'en plaint? Personne. Donc, le truc à 49, c'est passé. Et si on le passait à 50? Mais pour tout le monde. Hein, pas seulement ceux qui gagnent 400 000 et plus. On va prendre, allez, un vrai riche, hein, un riche qui gagne plus de 80 000 euros par an. Voilà. Et les riches, ils gagnent 6 000 euros par mois. Vous imaginez, c'est le SMIC en Suisse. Hein. Donc, imaginons ça, une tranche à 50, bah, elle rapporterait pas mal d'argent. Voilà. Et on ne dirait pas que c'est une hausse d'impôt, on dirait que c'est une contribution exceptionnelle. Oui, c'est ça. Ou un haircut sur toute l'épargne française, en disant, bah voilà, comme ce que proposait Christine Lagarde. Voilà, donc on ne montrera pas les impôts parce que. Voilà. On ne montrera pas les impôts puisque ça ne touchera que 1% des Français. Alors, je rectifie parce que j'ai les chiffres en tête. En fait, 1% de Français gagnent plus de 8 000 euros par mois. D'accord. Donc, si vous êtes à 6 000, vous êtes à 1,5% des Français. Si vous montez donc, si vous créez cette tranche à 50 ou au-delà, pourquoi pas, ça veut dire qu'en fait, il n'y aura que 1,5% de Français touchés et 98,5% des Français ne verront pas leurs impôts augmenter. Donc, vous pouvez faire ça et en disant, vous voyez, on n'a pas monté les impôts. Enfin, si, pour les riches. Mais vous, 98,5% des Français, vous n'êtes pas concernés. D'ailleurs, si vous leur mettez 50, on leur mettait 60, hein, pour rigoler. Bah, personne ne protesterait. Bien sûr. Voilà. C'est ça que je crains, si vous voulez. C'est que si on arrive quand même à former un gouvernement de centre, pour que certaines lois passent, il va falloir donner des petits trucs quand même à la gauche, qui est la première formation politique quelque part, enfin la sensibilité de gauche, pardon, est quand même aujourd'hui majoritaire en termes de sièges et non pas en termes de voix, il faut être très très précis. Si vous cumulez les voix du Rassemblement national plus les voix des Républicains plus des divers droites, vous vous apercevez qu'il y a plus de Français qui votent à droite qu'à gauche. Mais bon, notre système étant ce qu'il est, on a beaucoup plus de sièges pour des gens de gauche avec beaucoup moins de voix. Mais politiquement, ça veut dire que on va peut-être être quand même gouverné plus à gauche. Et je l'entendais hier soir dans les commentaires des uns et des autres, même des gens qui sont proches de Macron, en disant oui, on n'a peut-être pas assez écouté les Français. Voilà, on a peut-être donné le sentiment de mépriser un petit peu les moins riches. Un tout petit sentiment, hein, voilà. Oui, c'est un sentiment. Et donc aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'effectivement qu'on rééquilibre un peu. Donc, qu'on fasse un petit pas, nous aussi, vers les ch'tines ouvriers, et donc que l'on s'accorde avec la gauche raisonnable, hein, celle de M. François Hollande qui voulait taxer à 75%. Donc, cette gauche raisonnable, peut-être qu'on trouvera effectivement des arrangements sur les tranches d'impôts qui ne concerneront pas 98,5% des Français, voire peut-être la flat tax qui pourrait être réaménagée. Alors là, c'est très bien parce que même le Rassemblement national était pour une révision de la flat tax. Voilà. Donc la flat tax, c'est l'imposition qu'il y a sur l'épargne. Sur l'épargne, 30%, tout compris. Et pourquoi pas, là aussi, créer une flat tax, on va dire à géométrie variable, pour les patrimoines supérieurs à 400 000, boum, la flat tax, elle passe à 35. Au-delà d'1 million, ça passe à 40%. Ou alors, on fait un truc encore plus simple que ça. Bon, plus de flat tax. Allez, hop, proposition Mélenchon. Maintenant, la taxation des revenus de l'épargne. Cette épargne étant constituée avec de l'argent qui a déjà été taxé, hein, on est bien d'accord.
Donc, allez hop, alignement, taxation de l'épargne et du revenu, tout pareil, 45%, 49%, parce que ça existe, hein, je le dis bien, ça existe déjà pour peut-être 0,5% des Français, et peut-être demain 50%. Donc la flat tax, c'est aussi quelque chose, je pense que ça va faire l'objet de discussions. Je pense même que la flat tax, d'une manière générale, on vous dirait, elle est à 30, on la passe à 35. La plupart des Français ne s'apercevraient pas que ça concerne même leur épargne à eux. Donc, parce que d'abord, tout le monde ne comprend pas le terme de flat tax. Et ensuite, tout le monde a l'impression, parce qu'il a 2-3 actions qui traînent quelque part, qu'il est privilégié. On a réussi à faire rentrer dans l'esprit des Français que le fait d'avoir, je ne sais pas, 10 000 euros d'actions quelque part, c'est un privilège éhonté. Donc, on pourrait passer cette flat tax à 35 pour tout le monde et conserver dans le discours le côté de il n'y a que les riches. Il n'y a que les riches qui achètent des actions. Enfin, il n'y a pas. Et bien sûr. Pas d'actions. Donc, flat tax pour tout le monde à 35. Je pense que c'est le genre de discours qui passerait tout à fait bien. Oui, c'est tout à fait, pour moi, le schéma. C'est que, on l'entend dans la bouche des anciens macronistes, il faut être plus équilibré. Hein. On ne dit pas plus équitable, parce que déjà, je trouve que les gens qui sont dans les tranches à 45%, ils sont déjà sévèrement matraqués, alors que ceux qui sont très, très, très riches, eux, ça les fait rigoler, 45%, eux, s'ils payent en tout et pour tout 10%, c'est vraiment le bout du monde. Donc, oui, c'est toujours pareil, faire payer les autres. Et le Rassemblement national avait comme projet éventuellement de faire une franchise de 60 000 euros de revenus de l'épargne qui restait à la flat tax à 30%, et au-delà de 60 000, alignement sur l'IRPP. Alors pourquoi 60 000 ? Je ne sais pas. Pourquoi pas 80 000 ? Pourquoi pas 66 666 ? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que tout le monde a bien un projet de refonte de la flat tax, de l'ultra-gauche, en passant par les écolos avec lesquels je pense qu'on aura du mal à mettre en route les prochaines centrales nucléaires au passage. Ça va être catastrophique. Voilà. Donc voilà, là encore, ça fait consensus. La flat tax, c'est quelque chose sur lequel Macron pourrait réussir à réunir un consensus, et sans que ça affecte beaucoup ses amis milliardaires, parce que de toute façon, ils auraient au fait de redélocaliser une partie de leur épargne. Donc, je ne suis pas inquiet pour eux. Donc oui, effectivement, qui c'est qui va de nouveau payer ça ? C'est un créateur d'entreprise qui a revendu ce qui lui permet de couler une retraite heureuse, et qui a placé son argent dans des produits financiers. Lui, alors, c'est un privilégié, on va lui en mettre plein la tronche. Donc voilà, les consensus, c'est ça dont on doit se méfier aujourd'hui en tant qu'épargnant. Des tranches d'impôts qui pourraient augmenter pour les 1 ou 1,5% de Français les plus fortunés. Une flat tax qui pourrait être réaménagée, voire quelque part supprimée. Après 7 ans, les milliardaires en ont bien profité. Voilà, la fête est finie, on sonne la fin de la récré. Et il y aura évidemment personne dans la rue pour protester. C'est tout ce qu'on veut. On veut une France apaisée. Et ça aussi, c'est un élément de langage. Vous l'avez entendu hier soir dans la bouche de M. Glucksmann. Vous l'avez entendu dans la bouche de, je crois, M. Séjourné. Et voilà, on veut une France apaisée. Et si pour apaiser la France, il faut taxer, tondre, spolier les riches, entre guillemets, ça va être fait. J'en suis convaincu. Surtout qu'on est riche, on est vite riche en France, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme boutade, vous êtes riche à 5 000 ou 6 000 euros par mois. Je rappelle qu'en Suisse, le SMIC, il est quasiment à 5 000 francs suisses. Et le franc suisse, il vaut plus cher que l'euro maintenant. Hein. Je rappelle que pour 1 euro, vous obtenez plus que 0,90 francs suisses. Hein. Donc quand je vous dis 5 000 francs suisses, ça fait 5 500 euros. Voilà.
Donc, on est un pays qui s'est littéralement effondré dans le classement mondial des pays dits riches. On est derrière la Corée du Sud maintenant, on est derrière, je ne vais pas vous citer tous les pays, mais c'est, je crois même l'Australie, enfin, on est complètement tombé, quoi. C'est incroyable. Dire qu'on est riche aujourd'hui avec 5 000 € ou 5 000 $, un Américain, ça le fait rire. Enfin, et quant au luxembourgeois, alors lui, il doit se dire, mais c'est quoi ce pays du Sud qui est en train de présenter tous les traits d'un pays sous-développé, quoi. Enfin, en termes de niveau de vie général. Oui, non, mais on s'en rapproche. Hein. Mais la tiers-mondisation de la France est vraiment en cours. En tout cas, la smicardisation, c'est sûr, puisque je crois qu'en l'espace de 2 ans, le nombre de smicards a augmenté de 15%. Ouais. Alors qu'on aurait aimé plutôt apprendre qu'en 2 ans, grâce à la gestion brillante de M. Bruno Le Maire, grâce au retour des investisseurs étrangers, nous avons augmenté de 15% les salaires à 5 000 € et plus par mois. Non, c'est le SMIC, c'est pas les hauts salaires, mais il n'y a rien y fait. Hein. Philippe Béchade, merci. Moi, ce que je retiens beaucoup de tout ça, c'est d'une part que le budget qui va être discuté cet automne va être très, très compliqué avec tous les organismes mondiaux qui nous regardent maintenant. Donc, la Cour des comptes, OK, la Banque de France, OK, mais également la BCE, la Commission européenne et même le FMI qui commence à nous regarder. Donc, on va avoir tout le monde sur le dos, absolument tout le monde sur le dos, avec des pressions en plus de BlackRock et des autres. D'ailleurs, Bruno Le Maire n'a pas répondu quand on lui a demandé si c'était BlackRock qui possédait et qui était le plus gros possesseur de dette française. Il a évité la réponse. Vous dire... Mais peut-être qu'il ne la connaissait pas. Peut-être qu'à un moment, on lui a dit non, c'est Fidelity. Non, c'est Vanguard. Ah ben, à un moment, je ne sais plus. Ouais, bon, mais... si vous ajoutez Fidelity plus Vanguard, plus PIMCO, plus etc., vous devez être à 25% de la dette française entre la main de très, très gros investisseurs privés. Et le reste étant ventilé entre des fonds souverains. Voilà. Et je pense en octobre, pendant le budget, on va être sous pression d'absolument tout le monde, les organismes officiels et les privés. Ils vont nous dire, les gars, il va falloir faire quelque chose pour votre dette. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a un consensus général dans le monde politique pour venir piquer notre épargne, pour essayer, ou l'épargne d'une partie des Français ou de tous les Français, on verra bien s'il n'y a pas assez, s'il n'y a pas tant de riches que ça et les vraiment riches sont déjà barrés, mais de piquer l'épargne des Français pour sauver la dette française. Quoi. Il y a un consensus assez général là-dessus. Donc, voilà. Ouais, on a juste oublié de préciser, mais je vais le faire en 10 secondes. Juste avant le premier tour des élections, M. Attal et M. Le Maire ont promis qu'on ne désindexerait pas les pensions de retraite. Ah oui, mais ça... Voilà, donc c'est un petit peu comme non, ce n'est pas nécessaire de porter un masque. Non, en France, naturellement, il n'y aura jamais d'apartheid sanitaire. Ça c'est certain que les pensions de retraite, ils vont y avoir le droit. Voilà. Fallait quand même pas oublier de le dire, puisqu'ils ont promis qu'ils ne le feraient pas. On peut être à peu près convaincu à 100% que c'est ce qui va arriver. Mais ça, il n'y a pas un économiste sérieux qui peut vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas toucher aux retraites. Parce que c'est le premier poste de dépense de l'État. Donc là, on sait bien qu'effectivement, les retraités, évidemment, en auront un petit peu moins à la fin du mois. Mais bon, ça, c'est inexorable. Oui. Bon, en tout cas, merci Philippe. Si vous voulez avoir le rapport spécial gratuit pour savoir comment protéger votre épargne en cas de hausse d'impôt, cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. C'est gratuit, donc n'hésitez pas, allez-y. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir.